28 avril 1881. Dans la prison du comté de Lincoln, 2 adjoints du shérif Pat Garrett veillent sur un jeune homme de 21 ans. Son nom, Henry McCarthy, alias Billy the Kid. Dans quelques jours, il doit être pendu pour meurtre. La grâce promise par le gouverneur du Nouveau-Mexique n'est jamais arrivée. Ce jeudi-là, vers 18 h, 2 hommes sont de garde. Pat Garrett les a maintes fois prévenus. Ne vous fiez pas à ce garçon, il a beau avoir une gueule d'ange, à la première occasion, il vous descendra tous les deux et il s'enfuira. Billy the Kid était très intelligent. À chaque fois, les gens le sous-estimaient et se faisaient piéger. Il a dû se dire, dès que je peux, je me fais la malle. S'évader était pour lui une seconde nature. La longue cavale de Billy the Kid débute alors qu'il n'a que 15 ans. En quelques années, il devient l'homme le plus recherché à l'ouest du Pecos. Diabolisé par une opinion publique qui exige la pacification du Nouveau-Mexique, Billy est décrit comme un tueur assoiffé de sang, un type impitoyable qui aime semer l'anarchie sur son passage. C'est la mobilisation. Il faut éliminer ce môme, le pourchasser. Il faut civiliser ce territoire. L'aventure de Billy the Kid commence alors que le mythe de l'Ouest sauvage est déjà largement répandu. En ces temps où les hors-la-loi deviennent célèbres du jour au lendemain grâce au roman de 4 sous, il prend naturellement place dans ce panthéon aux côtés de Jesse James, Butch Cassidy ou Wyatt Earp. J'ai grandi avec Billy the Kid. Nous avons grandi avec ce mythe, ces histoires. Les gens le voyaient comme le représentant des sans-voix. Il était le Robin des Bois du Nouveau-Mexique. Billy the Kid était un rebelle, un hors-la-loi. Il était beau et séduisant. Mais à côté de cette figure romantique et mythique, c'était aussi un tueur de policiers, un assassin. C'est à ce moment de l'histoire américaine que se forge une figure qui sera très présente dans la culture du XXe siècle. Celle du bandit héroïque, de l'homme violent vu comme un homme d'action. L'idée, c'est que finalement, il n'y a pas de différence entre la bonne et la mauvaise réputation. Le jeune homme qui incarnera un jour l'esprit de liberté et de rébellion de l'Ouest commence sa vie dans les quartiers pauvres de New York. Henry McCarthy, de son vrai nom, est le fils d'immigrants irlandais. Sa mère, Catherine, fuit l'Irlande pour échapper à la terrible famine des années 1840. En Amérique, elle ne trouve que misère et privation. On ignore qui est le père d'Henry et comment il est mort. Ce qui est sûr, c'est que Catherine est déterminée à offrir à son fils une vie meilleure que celle qu'elle a connue. Peu après la guerre de sécession, Henry et sa mère vont grossir le flot de ceux qui font route vers l'ouest, en quête d'un nouveau départ. En chemin, le jeune garçon doit se faire à l'existence rude et misérable des pionniers. Catherine veille à ce qu'il apprenne à lire et à écrire. Pour passer le temps pendant leur voyage à travers les vastes étendues américaines, mère et fils chantent ensemble des mélodies du répertoire irlandais. Attiré par le mirage des mines d'argent, Henry, qui a alors 14 ans, sa mère et le nouveau mari de celle-ci, un prospecteur nommé William Antrim, s'installe à Silver City, un avant-poste éloigné dans le sud-ouest du Nouveau-Mexique. En cette année 1873, cela fait déjà plus de 20 ans que le Nouveau-Mexique a été proclamé territoire des États-Unis. Pourtant, les colons américains fraîchement arrivés par la piste de Santa Fe ont l'impression de débarquer en terre inconnue. Dans leur récit, les Américains se montrent très condescendants et hautains à l'égard des habitants du Nouveau-Mexique et de leur culture. Ils les trouvent noirs, jugent leurs pratiques religieuses mystérieuses
et estime que la civilisation s'est pour ainsi dire arrêtée aux portes du territoire. Sur les places animées de la capitale du territoire, on marchande le bétail en espagnol, en français et en navarro. Les Indiens pueblos vivent dans des habitations troglodytes creusées dans les mesas. Et les Apaches mescaleros écument les campagnes alentours. Le Nouveau-Mexique était une terre de métissage. On y trouvait un mélange de cultures mexicaines et latino, anglo-américaines et indiennes. C'était un territoire incroyable, sauvage, très violent et très beau. Le jeune Henry McCarthy est fasciné par cet univers. Il adopte rapidement la culture locale. Sa silhouette devient familière aux habitants de Chihuahua Hill, dans le quartier hispanique de Silver City. En quelques mois, il parle espagnol couramment. Il se met à porter des sombreros et des mocassins perlés et passe ses nuits à apprendre le fandango mexicain. Il se rendait dans le quartier mexicain de Silver City avec sa mère, Catherine, et ensemble ils allaient au bal. Ils dansaient tous les deux et ils chantaient ensemble. Je pense que les señoritas le trouvaient charmant. Et les mères, les vieilles tantes et les pères de famille hispanophones l'appréciaient suffisamment pour le laisser tourner autour de leurs filles, sur lesquelles il veillait jalousement, et danser avec elles. Il ne mettait aucune distance entre ces gens-là et lui. Il a adopté notre culture, notre peuple. C'était quelqu'un de très respectueux, de très correct. Il respectait les convenances auxquelles nous tenons beaucoup, un peu à la mexicaine. Il avait un charme inné. On a souvent parlé de ses dents de lapin et de la forme de sa bouche, mais il était tout sourire. Dans la communauté hispanique, on le trouvait toujours souriant, toujours en train de rire. Henry a 15 ans lorsque l'état de sa mère, atteinte de tuberculose, s'aggrave. Elle, qui espérait que l'air sec de la région l'aiderait à venir à bout de sa maladie, ne parvient plus à lutter contre la phtisie galopante qui la ronge. Elle meurt à Silver City en 1874. Le kid est encore adolescent quand sa mère disparaît. Catherine était son point d'ancrage. Elle l'avait élevé, elle veillait à ce qu'il soit nourri et éduqué. Après sa mort, William Antrim, son deuxième mari, semble se désintéresser totalement de l'éducation de son beau-fils. Antrim abandonne le jeune garçon peu après la mort de Catherine. Henry se retrouve tout seul, dans cette région étrange et loin de tout. Il a perdu son seul repère, la seule personne qui le liait à son passé. Ça a dû l'anéantir. Orphelin dans une ville minière toujours en mutation, où la vie est dure, Henry ne tarde pas à s'attirer des ennuis. Dans les saloons et les lupanards du centre-ville, il traficote pour gagner quelques dollars. La nuit, il se réfugie dans les pensions du coin, où il retrouve souvent les mêmes compagnons. Parmi eux, un petit malfrat roublard, Sombrero Jack. Dans l'après-midi du 4 septembre 1875, Henry fait le guet pendant que Sombrero Jack attaque une blanchisserie chinoise. Lorsqu'une partie du butin et un revolver chargé sont découverts dans sa chambre, le jeune garçon est arrêté. Seul dans sa cellule exiguë, Henry entend à travers la petite fenêtre à barreaux le tumulte du centre-ville de Silver City.
il sait que le juge itinérant peut mettre 3 mois avant d'arriver dans ce coin du Nouveau-Mexique. Une éternité pour l'adolescent. Le Kid n'avait pas son pareil pour tromper les gens. Il était capable de leur faire avaler n'importe quoi. Dupé par ce petit jeu, le gardien de la prison accepte de laisser le jeune garçon sortir de sa cellule. Dès que la voie est libre, Henry, qui ne fait pas 60 kilos bottes comprises, prend la poudre d'escampette par la cheminée. Quand le shérif revient à la prison, le Kid s'est envolé. Sa cellule est vide, le couloir aussi. S'il était resté, il n'aurait probablement essuyé qu'une réprimande. Mais à présent, c'est un évadé, un homme recherché, alors qu'il n'a que 16 ans. Henry décide de filer vers l'ouest, en Arizona. Il espère y prendre un nouveau départ. Le voilà en cavale dans l'une des régions les plus inhospitalières des États-Unis, sans armes ni monture et juste quelques sous en poche. La région est tellement hostile, sauvage, dangereuse, que rester en vie est une vraie gageure. Un homme seul et qui a quoi que ce soit ayant de la valeur sur lui devient une proie. Ce territoire ne convient qu'à ceux qui peuvent résister à une nature âpre, au désert. Il faut être un individu hors du commun pour survivre dans cet environnement. Après un parcours de 800 km à travers un désert impitoyable, Henry arrive à Camp Grant, un avant-poste militaire perdu de l'Arizona. Il s'installe là et cherche un travail honnête. Comme beaucoup de mômes à cette époque, il voulait être cow-boy. Il y avait tout un mythe et une aura qui entouraient les cow-boys. C'est toujours le cas d'ailleurs. Il ne devait pas être très doué parce qu'au bout du compte, ce qu'il a trouvé de mieux, c'est un boulot de cuisinier. On le trouvait trop petit et trop chétif pour travailler avec les cow-boys. Une fois encore, Henry doit traficoter pour gagner sa vie. Il devient un excellent joueur de cartes et se révèle très adroit au bonneteau. Puis il rejoint un gang de hors-la-loi aguerris qui lui apprennent à voler des chevaux. Bientôt, Henry a assez d'argent pour s'acheter l'objet dont dépendra plus d'une fois sa survie, un revolver. Ça change les rapports avec les gens. Si vous voulez gagner le respect immédiat, portez un 6 coups à la ceinture. Très vite, il est devenu un excellent tireur. Il a appris comment se comporter. C'était indispensable pour survivre dans ce pays encore très rude. Dans l'année qui suit son évasion de la prison de Silver City, Henry commence à se faire un nom parmi les hors-la-loi. Il a adopté le port d'une large bague de joueur de poker et arbore autour du cou des foulards aux couleurs vives. Il passe ses nuits dans les saloons. Ses camarades sont loin d'être des anges. C'est là qu'on le surnomme le Kid. Dans la soirée du 17 août 1877, le jeune homme croise la route d'un voyou de la région, Frank Cahill. Une rencontre qui va changer sa vie. On le surnommait Windy Cahill. C'était un fanfaron et une brute. Il a trouvé drôle d'envoyer valser ce gosse, histoire d'amuser la galerie. Mais il a été trop loin. Il s'en est pris au Kid. La situation a dégénéré et il a fini par le plaquer au sol et le frapper de coups de poing. Le Kid s'est débattu pour attraper son revolver. Cahill n'a pas pu l'en empêcher. C'est moche de mourir avec une balle dans le ventre. Cahill a agonisé toute la nuit. Quand il est mort, le Kid n'était plus là.
Le meurtre était passible de pendaison. Ce n'était pas la même chose qu'attaquer une blanchisserie à main armée. Le kid avait de bonnes raisons de vouloir échapper à la loi. Il a mis les voiles. S'il était resté, on aurait peut-être évoqué la légitime défense, mais il a préféré ne pas prendre de risques. Le kid a tué. Un geste brutal qui le propulse du statut de jeune orphelin au rang de desperado. Désormais, il ne peut compter que sur son intelligence, son arme et son cheval. Je pense que cette affaire a dû profondément marquer Billy. Il était encore jeune, très impressionnable, très vulnérable. Vous savez ce que c'est de tuer un homme? C'est ce qui a fait de Billy un hors-la-loi. Après ça, il ne pouvait plus revenir en arrière. Le Nouveau-Mexique est l'endroit idéal pour un fugitif. On est loin de tout et ce ne sont pas les cachettes qui manquent. C'est un terrain de jeu formidable pour qui veut fuir la loi. Surtout si on sympathise avec les habitants du cru, qu'on parle leur langue et qu'on gagne leur affection. En 1877, le kid franchit une nouvelle fois la frontière de l'Arizona sur le dos d'une jument grise volée. Cette fois, il rentre au Nouveau-Mexique. Il a changé de nom et se fait à présent appeler William Bonnet. Il traverse tranquillement le territoire, chasse pour manger quand il le peut, ou demande l'hospitalité des fermiers hispano-américains dont les ranchs parsèment la région depuis des générations. Mais un vent de changement souffle sur le Nouveau-Mexique. À la fin de la guerre de sécession, les hommes d'affaires américains sont arrivés en masse dans le territoire, attirés par les perspectives d'enrichissement qu'offrent ces vastes étendues. Les tenants de ce nouvel establishment blanc et anglo-saxon s'imposent rapidement comme les plus gros propriétaires terriens du Nouveau-Mexique. Bien souvent, ils disputent aux fermiers hispaniques des parcelles, appuyés par des banquiers sans scrupules ou des juges complaisants, et n'hésitent pas en dernier recours à faire parler la poudre. C'est incroyable tout ce que ces gens-là contrôlaient. Ils étaient dans les chemins de fer, dans les mines, dans l'élevage, partout. Mais la base de leur empire, c'était la terre. Certains des domaines les plus rentables se trouvent dans le comté de Lincoln, le plus grand du Nouveau-Mexique. Durant la décennie précédente, 2 immigrants irlandais, Lawrence Murphy et James Dolan, ont imposé une main de fer sur cette région. Ces éleveurs bénéficient d'un contrat d'approvisionnement en viande de bœuf pour le gouvernement, mais leurs affaires s'étendent bien au-delà. Pas $1 n'est dépensé dans la région sans qu'ils n'en touchent une part. The House, la maison, c'est ainsi que l'on surnomme l'association des deux hommes. C'est aussi le nom de leur quartier général, un immense bâtiment en bois situé dans la ville de Lincoln. La maison possédait tout dans le comté. La concurrence n'existait pratiquement pas. Murphy et Dolan avaient fait de la région leur fief. Ils aidaient leurs amis, mais tous les autres avaient intérêt à ne pas croiser leur route. Pourtant, un homme va se dresser sur leur chemin. John Tunstall. À 23 ans, ce fils d'un riche marchand anglais vient d'arriver en ville. Il a de grands projets, rêve de bâtir un empire dans l'élevage des bovins et semble disposer de moyens financiers illimités. Malgré son jeune âge et son peu d'expérience dans l'élevage, Tunstall sait que la compétition avec les 2 Irlandais sera féroce. Tunstall cherche des cow-boys doués, capables de manier le lasso, mais aussi le revolver et le fusil. Le kid arrive à Lincoln en 1877. Il ne tarde pas à être arrêté et emprisonné pour avoir volé des chevaux au ranch de Tunstall. Mais à sa grande surprise, au lieu de porter plainte contre lui, l'éleveur lui propose du travail. Billy n'en revient pas. On lui offre une chance de revenir sur le droit chemin. Il la saisit.
Plus tard, il dira de Tunstall, c'est le seul homme qui m'ait jamais traité comme un blanc honnête. Tunstall ne le considère pas comme une racaille, une ordure ou un voleur de chevaux, mais comme un être humain. Pour le Kid, qui est encore un adolescent, c'est énorme. Billy rejoint le groupe réuni par Tunstall, tous des outsiders comme lui. Des hommes jeunes qui étaient à la dérive et qui grappillaient ici et là de quoi vivre. Ensemble, ils apprennent à être de vrais cow-boys. Le soir, ils se racontent des histoires autour du feu et dorment à la belle étoile. John Tunstall leur donne de quoi payer leurs bottes et leurs balles. Mais ce qui compte le plus, c'est qu'il leur offre la perspective d'un avenir. Pour Murphy et Dolan, les deux Irlandais qui ont régné sans partage sur le comté pendant des années, il n'est pas question qu'un Anglais fortuné s'installe sur leur territoire. Il ne faut pas oublier que Murphy et Dolan ont grandi au fin fond de l'Irlande. Ils ont vécu ce qui reste, toute proportion gardée, la famine la plus catastrophique de l'histoire. C'est une épreuve qui n'incite pas à la bonté. Ça rend les gens impitoyables. Ça éveille en eux une sorte d'appétit, celui de tout faire pour ne plus revivre ça. Vous croyez vraiment qu'ils vont rester les bras croisés et laisser un Anglais les dépouiller? Un de ceux qui, comme ils disent, ont écrasé notre peuple et nous ont fait mordre la poussière. Ils croient qu'il lui suffit de nous prendre notre bien après tout ce qu'on a fait pour l'avoir. C'est une plaisanterie. Les patrons de la maison concoctent un plan pour se débarrasser une fois pour toutes de John Tunstall. Ils engagent le shérif William Brady et le chargent de mettre à exécution un faux jugement ordonnant la confiscation des chevaux et du bétail de leur rival. L'après-midi du 18 février 1878, John Tunstall se rend en ville à cheval pour contester l'ordre de saisie. En chemin, il croise les hommes du shérif. Lorsqu'il les voit, bien entendu, il va à leur rencontre pour leur parler. Dans sa tête, les représentants de l'ordre sont là pour le protéger. Ils ne lui ont laissé aucune chance. Ils l'ont abattu. C'était ça, la loi, dans le comté de Lincoln. L'un des adjoints a mis pied à terre, il s'est approché de Tunstall et lui a tiré une balle dans la tête. Après quoi, par pure méchanceté, ils ont abattu sa monture. Ils ont mis en scène les dépouilles, comme si l'homme et son cheval faisaient un somme ensemble. Ils ont placé le chapeau de Tunstall sous la tête de l'animal et mis son manteau plié sous sa tête à lui. Ça les a fait bien rire. Les hommes de Tunstall récupèrent son corps et l'enterrent sur ses terres. Après cet assassinat, le Kid ne se fait plus d'illusions sur la marche des choses au Nouveau-Mexique. Pour lui, au-delà de Murphy et de Dolan, c'est tout le système qui est corrompu. Il scelle un pacte avec Dick Brewer, Doc Scurlock et d'autres employés de John Tunstall. Ensemble, ils décident de former leur propre milice de cow-boys et se baptisent les Régulateurs. Ils font le serment de rendre leur propre justice. L'une des grandes qualités de Billy, c'était sa loyauté. Il était d'une loyauté sans faille. Il se montrait fidèle envers quiconque lui donnait l'occasion de l'être. Quand Tunstall a été tué, il n'avait qu'une idée en tête, le venger. Il était décidé à retrouver tous les responsables de cet assassinat. Il avait établi sa liste noire. William Brady, le shérif du comté de Lincoln, qui, selon les régulateurs, a ordonné le meurtre de Tunstall, est le premier dans le collimateur. Le 1er avril 1878, l'heure des comptes a sonné. On est à Lincoln. Le Kid est là avec quelques-uns des régulateurs. Le shérif Brady et quelques-uns de ses adjoints marchent dans la rue. Je pense qu'il connaissait ses habitudes. Il savait qu'il faisait sa ronde chaque matin. Le Kid et les autres régulateurs se sont tapis derrière un mur empisé.
Le gang fait feu. Une douzaine de balles atteignent le shérif Brady qui s'écroule, tué sur le coup. C'était une exécution. Pour eux, c'était tout ce que méritait cet homme, puisqu'il avait fait assassiner Tunstall. Brady était un assassin, même s'il portait un badge. Ils l'ont abattu comme un chien, parce qu'ils étaient en guerre. Pour eux, la seule façon d'avoir une justice digne de ce nom, c'était de tuer le représentant de l'ordre et d'instaurer leur propre loi. Très vite, cet acte de vengeance, qui trouve son origine dans la vieille rivalité entre les Irlandais et les Anglais, va entraîner l'anarchie. Les régulateurs et les hommes de la maison se livrent à une véritable guerre des gangs. On ne compte plus les embuscades meurtrières en rase campagne, ni les batailles rangées en pleine ville. À chaque rencontre, le nombre de victimes augmente. Au bout de quelques semaines d'échauffourées, la presse baptise ce conflit la guerre du comté de Lincoln. La guerre du comté de Lincoln est le dénouement explosif d'une hostilité qui couvait depuis 10 ans. À un moment, tout le monde a pris les armes en disant « finissons-en ». Ça a été une mêlée ouverte, se souvient un ancien régulateur. Tout le monde a été obligé de choisir son camp. Il y avait énormément de rancœur. Pas seulement entre les deux Irlandais et Tunstall qui était anglais. Il y en avait aussi entre les Mescaleros et les Hispano-Américains. Un rien suffisait à échauffer les esprits. C'est pour ça qu'il y a eu tant de morts. Il n'y avait plus aucun respect de la loi dans le comté. C'était l'anarchie totale. Tous les enfants de salauds du coin voulaient tuer quelqu'un. Au milieu de cette violence incessante, le Kid voit tomber bon nombre de ses amis. Il devient l'un des chefs des régulateurs, tout simplement parce qu'il est encore en vie, et se forge en même temps une réputation de tireur redoutable. Ce qui est incroyable, c'est que le Kid est le seul de la bande à avoir été de toutes les échauffourées, de tous les combats, de toutes les confrontations. Il était toujours là, et il devenait très fort à ce jeu-là. Je crois qu'il s'est enlisé dans la logique de ce conflit. Il a fait ce qu'ont toujours fait les jeunes gens de son âge à travers l'histoire, se battre pour les morts. Il a continué parce que ses amis avaient été tués. C'est un combat très intense, très intime aussi. En fait, Billy ne sait pas où aller. Les gens qu'il connaissait, ceux qui auraient pu lui tendre la main, lui donner du travail ou l'aider à gravir l'échelle sociale, meurent les uns après les autres. Lorsqu'il se déplace à la faveur de la nuit, Billy sait qu'il peut toujours trouver refuge chez les fermiers hispano-américains. Dans les petits élevages de moutons qui entourent Lincoln, il devient la figure héroïque d'un autre combat. Les Hispano-Américains voyaient certainement en lui un individu qui luttait contre leurs ennemis. Ceux qu'il combattait, même lorsqu'ils se disaient du côté de la loi, n'étaient que des escrocs. Les Hispanos le savaient. Ce n'étaient pas des citoyens honnêtes qui étaient abattus. Billy se battait contre des gens qui avaient fait main basse sur toute une région, contre ceux qui leur avaient volé leurs terres. Le Kid était un rebelle. Il combattait le nouvel establishment anglo-saxon, tous ces gens qui se partageaient les terres, qui n'étaient là que pour s'enrichir. En s'attaquant aux intérêts de Murphy et de Dolan, il vengeait ceux qu'on dépossédait, les bergers mexicains. De là à passer pour un justicier, il n'y avait qu'un pas. Les Hispanos lui offraient leur aide et le cachaient. Ils ont fait du Kid une figure héroïque, à une époque où on manquait de héros. Eux, en tout cas, n'en avaient pas. 5 mois après le meurtre de Tunstall, la violence dans le comté de Lincoln a atteint son paroxysme.
Le centre-ville de Lincoln est d'ailleurs le théâtre d'un siège sanglant qui va durer 5 jours. Cette tuerie fait 5 victimes. Billy en réchappe de peu. L'inquiétude grandit parmi les politiciens et les hommes d'affaires du territoire. Cette flambée de violence entre factions rivales nuit au commerce. Il faut y mettre un terme. Le Kid et 3 autres membres des régulateurs sont mis en accusation pour le meurtre du shérif Brady. Mais le bain de sang continue. Naturellement, l'écho de tous ces crimes et de ce désordre est remonté à Washington. Et le gouvernement fédéral a décidé d'y mettre un terme. Le président américain Rutherford Hayes intervient personnellement. Il nomme un nouveau gouverneur à la tête du territoire, Lew Wallace, un ancien général d'armée. Wallace arrive à Lincoln avec la mission de restaurer l'ordre le plus rapidement possible. Dès son arrivée, il a commencé à recueillir les témoignages de chacun. Il voulait savoir qui avait tué qui et quand. Mais tout le monde avait peur de dire ce qu'il savait. Finalement, un témoin a accepté de parler. Billy pense que l'arrivée du nouveau gouverneur peut lui offrir l'opportunité de se blanchir. Il écrit à Lew Wallace et lui propose de témoigner contre les membres du clan irlandais en échange d'une amnistie totale. Il ne veut plus être en cavale. Il veut rentrer dans le droit chemin. On arrête les frais. Laissez-moi vivre ma vie. Après tout, je n'ai même pas 20 ans. Je ne veux pas mourir. Le gouverneur Wallace accepte le marché et le Kid comparaît devant un grand jury. En partie grâce à son témoignage, plus de 200 actes d'accusation sont rédigés, la plupart pour meurtre, à l'encontre de 50 personnes, dont James Dolan, l'un des chefs du clan de la maison. Mais lorsque vient l'heure d'accorder sa grâce au jeune hors-la-loi, Wallace est introuvable. Il est retourné dans sa résidence de Santa Fe, laissant le sort du Kid entre les mains des autorités du comté de Lincoln. À mon avis, Lew Wallace se fichait éperdument de Billy. Il voulait juste quitter le comté au plus vite, et c'est ce qu'il a fait. Une fois le gouverneur parti, le procureur du comté, un proche de Murphy et de Dolan, abandonne la plupart des charges retenues contre les membres de la maison. Mais le Kid et les régulateurs restent mis en accusation. Le jeune hors-la-loi quitte alors la ville avant d'être mis sous les verrous. Le gang des régulateurs s'est réuni une dernière fois. Tous les membres ont décidé de quitter le Nouveau-Mexique une bonne fois pour toutes. Ils voulaient aller au Colorado, au Kansas, au Texas. Mais Billy a dit, « Moi je reste, je vais survivre en volant. » Billy se remet au vol de chevaux et de bétail. Très vite, il devient une plaie pour les grands éleveurs anglo-saxons de la région. Le Kid a toujours été un rebelle. Il ne s'est jamais démonté face aux hommes de la maison et il ne compte pas le faire maintenant. C'est une belle épine dans le pied des autorités du Nouveau-Mexique. Elles sont déterminées à lui mettre le gras par-dessus. Au fil des mois, les journaux se remplissent de récits sur le jeune homme. La plupart sont largement exagérés. Il est décrit comme un bandit assassin qui terrorise la campagne, un type prêt à tout, un fauteur de troubles à la tête d'un gang de criminels sans pitié. On lui fait porter le chapeau pour presque tous les crimes violents commis au Nouveau-Mexique. La grande majorité de la presse du territoire était contrôlée par les gens de la maison, par les gros bonnets de Santa Fe. Leur cri de ralliement, c'était « Il faut civiliser ce territoire. Débarrassons-nous de ce môme. Débarrassons-nous de Billy the Kid. » En 1880, le rédacteur en chef de la Gazette de Las Vegas, un certain J.H. Kugler, donne au Kid son surnom le plus célèbre, Billy the Kid. Bientôt, une affichette fleurit sur les murs des villes de tout le territoire. On recherche Billy the Kid, mort ou vif. Au printemps 1880, un photographe itinérant arrive à Fort Sumner, au Nouveau-Mexique.
Couvert de poussière et débraillé, le Kid décide malgré tout de poser pour un ferrotype à 25 cents. Voilà déjà plusieurs mois qu'il échappe à l'arrestation grâce au lien étroit qu'il a noué avec les fermiers hispaniques de Fort Sumner. La rumeur veut qu'il soit tombé amoureux d'une jeune hispano-américaine de 16 ans, Paulita Maxwell. Bien des années plus tard, celle-ci dira que la photo prise ce jour-là ne lui faisait pas honneur. Le garçon que Paulita a rencontré devait être un beau jeune homme, svelte, avec un regard rieur et malicieux. Bien sûr, il était marqué et meurtri, mais c'était un homme qui avait encore des rêves, et elle a certainement perçu le désir qui brûlait en lui. Ce que cherchait Billy, c'était une famille. Il voulait un foyer. C'est une chose qu'il n'a jamais eue et qu'il ne pouvait pas avoir. Mais je pense qu'à Fort Sumner, il se sentait chez lui. À 160 km de là, la ville de Lincoln a désormais un nouveau shérif bien déterminé à se faire un nom. Pat Garrett est un homme ambitieux. Il est en quête de respectabilité. Il veut être un représentant de l'ordre aussi célèbre que Wild Bill Hickok. La capture du Kid peut lui servir. En décembre 1880, Pat Garrett réunit un groupe d'adjoints, dont quelques rudes cow-boys texans. Le groupe est surnommé la Panhandle Posse, du nom de la pointe supérieure du Texas. Les journaux relatent leurs moindres faits et gestes à un public pressé de voir Billy the Kid traîner devant un tribunal. La tâche n'est pas facile. On est en hiver, en novembre ou décembre. Pat Garrett cherche sa trace. Et finalement, grâce à une petite enquête menée en toute discrétion, il finit par le localiser. Garrett et ses hommes abattent d'abord deux amis de Billy, Tom Folliard et Charlie Bowdry. Quelques jours plus tard, le jeune homme est encerclé alors qu'il a trouvé refuge dans une minuscule cabane nichée dans un coin perdu appelé Stinking Spring. Le Kid et quelques autres sont pris au piège. Ils ne peuvent pas s'enfuir. Garrett abat un de leurs chevaux juste devant leur porte. Après une nuit de siège, à court de nourriture, d'eau et de feu, le Kid n'a pas le choix. Il sort de la cabane, les mains en l'air. Quand il est sorti, il a dit « Bon sang, Pat, je croyais que tu avais 200 Texans avec toi. Si j'avais su, je ne me serais jamais rendu. Ce bonhomme sait qu'il va aller en prison et qu'il risque d'être pendu. Mais il plaisante, parce qu'il se dit que d'une façon ou d'une autre, il va s'en sortir. » La nouvelle de sa capture se répand comme une traînée de poudre. Lorsque Garrett arrive à Las Vegas avec le jeune bandit enchaîné, il est accueilli en héros. La foule se presse le long des rues pour le voir et pour découvrir le hors-la-loi légendaire. Les journalistes sont autorisés à le voir en cellule et à lui parler. Le Kid leur dit « Vous savez, c'est très bien comme ça. Peut-être que maintenant, les gens se diront que j'ai quelque chose d'humain. Jusqu'à présent, ils me considéraient tous comme un animal. Peut-être que je vais redevenir un peu humain à leurs yeux. » C'est vrai qu'il avait l'air humain, écrit un reporter. Il avait une apparence très juvénile. Il se comportait en tout point comme un jeune garçon, avec un léger duvet en guise de moustache et des yeux bleu clair qui pétillaient de malice. Billy est transféré à Santa Fe en train. C'est là qu'il sera jugé pour meurtre. Tandis que les wagons s'ébranlent, le Kid, sourire de défi aux lèvres, invite les journalistes à venir le voir en prison.
Le train est un symbole, bien sûr. C'est le changement qui va bientôt transformer l'Ouest tout entier. Et voilà que Billy est embarqué dans cette machine qui l'emporte à Santa Fe. Après ça, il sera enchaîné et exécuté. C'est un voyage sans retour. Billy est condamné pour le meurtre du shérif Brady. Il est renvoyé dans le comté de Lincoln sous la responsabilité de Pat Garrett et de 2 adjoints armés jusqu'aux dents, James Bell et Bob Ollinger. Le jeune homme n'a que 21 ans et il est déjà au seuil de la mort. Sa pendaison doit avoir lieu quelques jours plus tard. Il était convaincu qu'il en réchapperait. Il lui suffisait de ne pas louper l'occasion. Ce n'était qu'une question de temps. Il a bien choisi son moment. Cet après-midi du 28 avril 1881, Pat Garrett n'est pas là. Il s'est absenté de la ville pour affaires. Bob Ollinger est parti déjeuner de l'autre côté de la rue. Le kid dit « Je dois aller aux toilettes ». Bell l'escorte à la cabane, puis les 2 hommes reviennent. Ils remontent l'escalier. Et Billy s'empare de son arme. Bell panique. Il tente de s'enfuir. Et Billy le tue d'une seule balle. Puis il attrape le fusil de Bob Ollinger et court se poster à une fenêtre d'où il peut observer la rue. Il se doute qu'Ollinger a probablement entendu le coup de feu. Ollinger, je l'ai toujours imaginé dire en redressant la tête, « Vous avez entendu? C'est un coup de feu. » Je ne sais pas ce qu'il a pensé, mais il a sûrement dû ressentir une peur très intense, viscérale. Ollinger a traversé la rue en courant. Quelqu'un a crié « Le kid a tué Bell !» Au même moment, Ollinger entend une voix l'interpeller depuis la fenêtre de l'étage. « Salut, Bob. » Salut, Bob. « Salut, Bob. » Ollinger lève les yeux. Son propre fusil est braqué sur lui. Il reçoit une décharge de chevrotine, 100 grammes de plomb. Il est mort avant de toucher le sol. C'est la surprise totale. Il était prisonnier, et voilà qu'en un éclair, il tue ses geôliers dans ce qui reste un vrai coup d'éclat. Puis il sort de la prison, s'empare d'une monture et quitte tranquillement la ville. Il était très doué pour les évasions. C'était un maître dans l'art de fausser compagnie. Au moment où il s'enfuit de la prison à cheval, il entre dans la légende. Pile à ce moment-là. C'est vraiment le tournant de son histoire. En moins d'une journée, la nouvelle fait les gros titres dans tout le pays. Le télégraphe électrique martèle sans relâche les détails de son évasion. Il est instantanément devenu célèbre dans tous les États-Unis. Tout le monde connaissait son nom et ses actes. On a enjolivé son histoire et on en a fait un personnage de légende. On parlait de lui dans le New York Times et même dans le London Times. Dans les grandes villes, les villages, dans l'Illinois, à Chicago, à San Francisco. Il est devenu la figure emblématique du hors-la-loi américain. En quelques années, l'orphelin chétif de New York est devenu l'homme le plus redouté du Nouveau-Mexique.
Il sait qu'avant peu, quelqu'un se lancera à sa recherche, mais il refuse malgré tout de quitter le territoire. Ses amis le supplient de quitter le Nouveau-Mexique au plus vite. Il n'a pas cherché à le faire alors qu'il aurait pu. Pourquoi? La réponse tient en 2 mots. Paolita Maxwell, l'amour de sa vie. Il ne voulait pas partir au Mexique. Ça aurait pourtant été une sage décision. Mais parfois, les jeunes gens manquent de sagesse. Parfois, c'est le cœur qui dicte sa loi. Et c'est sûrement ce qui est arrivé. Billy s'est évadé de la prison de Lincoln depuis 3 mois déjà. Certains se demandent si c'est la peur qui empêche Pat Garrett de partir à sa poursuite. Mais le shérif attend son heure. Il sait parfaitement où se terre le hors-la-loi. Pat Garrett recevait régulièrement des informations selon lesquelles le Kid était à Fort Sumner. Il s'est avéré que son informateur était Pete Maxwell, le grand frère de Paolita, qui voyait leur relation d'un mauvais œil. Finalement, Garrett décide de passer à l'action. Accompagné de 2 adjoints, le shérif part vers le nord, le long du Rio Pecos. Le groupe atteint Fort Sumner durant la nuit du 14 juillet 1881 et se rend directement chez les Maxwell. Garrett poste ses 2 hommes sur la terrasse devant la maison. Lui se faufile à l'intérieur par la porte arrière et va jusqu'à la chambre de Pete Maxwell. À ce moment-là, Billy s'approche de la terrasse en chaussettes. Billy est arrivé chez les Maxwell en pleine nuit, sans doute pour découper une pièce de viande sur une carcasse de bœuf suspendue sur la terrasse. Il monte les marches, et en apercevant 2 silhouettes accroupies, il demande en espagnol « Quién es? Quién es? Qui est là ?» Pas de réponse. Le Kid s'éloigne d'eux à reculons et se retrouve dans l'encadrement de la porte. Sa silhouette éclairée par la lune se découpe dans l'embrasure. Garrett est assis sur le lit avec Pete Maxwell. Celui-ci se penche et murmure « Hélas, c'est lui ». C'est lui. Garrett sort son arme et fait feu. Billy the Kid s'écroule. Il meurt avec cette question sur les lèvres. Quién es? Sans savoir qui l'a tué. Les habitants sont horrifiés par ce qui vient d'arriver. Les señoritas du village, les Paolita Maxwell, récupèrent le corps de Billy. Elles pratiquent une onction et prient toute la nuit auprès de sa dépouille. Elles aimaient le Kid. Les Hispano-Américains du Nouveau-Mexique le considéraient comme l'un des leurs. La nouvelle de sa mort se répand en un éclair. Les pasteurs sur leur chaire, les enfants dans les cours d'école, tous parlent de la nuit où Billy the Kid a été abattu. Ma grand-mère maternelle me racontait qu'elle se rappelait du jour où ses frères étaient entrés en trombe dans sa maison, à Kansas City, dans le Missouri, en criant « Ils ont tué Billy the Kid, il y a 2 jours, au Nouveau-Mexique ». Elle se souvenait encore parfaitement de cette journée à la fin de sa vie. Comme beaucoup de gens, j'imagine. Après avoir tué le Kid, Pat Garrett est célébré comme le plus grand shérif d'Amérique. Mais cette renommée ne dure qu'un temps. En 1908, alors qu'il croule sous les dettes de jeu, il est mystérieusement abattu sur une route isolée dans le désert du Nouveau-Mexique. Pour les hommes d'affaires de Santa Fe, le développement économique n'est pas assez rapide dans le territoire. Ils doivent attendre encore 30 ans pour que le Nouveau-Mexique accède au rang d'État.
Lawrence Murphy et James Dolan voient leur empire dans le commerce de la viande s'effondrer. Bientôt, leur nom sombre dans l'oubli. Seule la légende de Billy the Kid résiste au temps. Ce jour-là, c'est Henry McCarthy, c'est William Bonney qui est mort. Billy the Kid, lui, ne mourra jamais. Il galope pour l'éternité. Toujours dans le Far West, et à peine un peu plus tard, découvrez l'histoire vraie, elle aussi, de Wyatt Earp, cow-boy justicier, dont le nom demeure à jamais lié à la fusillade de Hockey Corral.